Alors, bonjour, Salwa Bouchadi. Alors, grand plaisir, un grand honneur pour nous de vous recevoir donc à notre Global Community Health Workshop. On parle aujourd'hui de santé maternelle. Alors, la première chose que je voudrais sur laquelle j'aimerais vous questionner, c'est qu'en est la situation donc au Maroc sur la question de la santé maternelle? Bonjour Eric, je suis aussi très contente de pouvoir participer à cet atelier de travail et d'avoir l'opportunité de partager avec les participants de différents pays l'expérience marocaine en ce qui concerne la santé maternelle et surtout de pouvoir lancer une réflexion sur la possibilité de repenser l'action locale et ceci dans un souci continu d'améliorer la santé des femmes et leur bien-être au niveau du pays. En ce qui concerne la situation au Maroc, il faut dire que quand même les progrès dans la réduction de la mortalité maternelle sont salués au niveau international et notre pays est considéré, bien sûr, parmi d'autres, comme un exemple en la matière. Et d'ailleurs, il a été retenu avec 6 autres pays dans le cadre d'une étude internationale qui a pour objectif d'examiner en profondeur les raisons de ce succès et les résultats de cette étude seront publiés très prochainement. En tout cas, entre 2000 et 2017, le Maroc est parvenu à réduire la mortalité maternelle de 63% et le ratio de mortalité maternelle est actuellement de 70 pour 100 000 naissances vivantes, selon les dernières estimations publiées par l'OMS. Actuellement, on compte encore 500 décès pour près de 700 000 naissances par an et la cible en 2030 est de réduire la mortalité maternelle à 31 pour 100 000 naissances vivantes. Cette diminution de la mortalité maternelle, elle a concerné toutes les causes de décès, avec une baisse, comme vous pouvez le remarquer, très importante en ce qui concerne les hémorragies, donc avec une baisse de 80%. Et actuellement, l'hémorragie au niveau du Maroc ne semble plus être l'étiologie prédominante et serait plutôt devancée par les troubles hypertensifs et les causes indirectes de décès maternels. Selon le dernier rapport national de l'enquête confidentielle sur les décès maternels et qui a concerné 7 régions du royaume, là où il y avait des indicateurs de couverture bas, où la mortalité maternelle était plus importante, 81% de décès étaient évitables et la plupart de ces décès évitables étaient liés d'une part aux 2 principales causes directes de décès qui sont l'hémorragie et l'éclampsie et d'autre part aux causes indirectes. Et selon ce même rapport, la femme était encore confrontée à des barrières d'accès en termes d'éloignement par rapport à la structure de soins, par rapport en termes de manque de moyens de transport pour y accéder. Et aussi, il y avait également un problème de méconnaissance de la femme et de sa famille, des complications qui étaient liées à la grossesse et à l'accouchement, ce qui expliquait le délai long pour recourir aux services de soins. Néanmoins, même lorsque la femme parvenait à surmonter ces barrières, elle ne bénéficiait pas obligatoirement à temps de soins de qualité optimale. Les facteurs qui étaient liés aux structures de soins prédominaient, essentiellement la qualité de soins qui était inadéquate, mais il y avait aussi la sous-appréciation de la gravité de la femme par le personnel soignant au niveau de l'hôpital, qui manquait souvent d'informations sur le suivi antérieur de la femme. Mais il faut rappeler quand même qu'un décès maternel est dans la majorité des cas multifactoriel. Et dans le cadre de cette étude, elle a montré qu'un minimum de 2 facteurs étaient identifiés dans 88% des cas.
Et c'est intéressant ce que vous dites, donc, Salwa, mais à quoi on peut attribuer ces avancées dans la santé des mères? Bon, on pourrait attribuer cette évolution favorable au Maroc aux différents programmes et plans stratégiques successifs qui ont été mis par le ministère de la Santé. Et là, on distingue schématiquement trois grandes étapes. Une première étape qui correspond aux années 70, et là, l'accent a été beaucoup plus mis sur les établissements de soins de santé de première ligne, qui ont joué un rôle très important dans la promotion de la planification familiale, comme intervention clé pour réduire la fertilité et donc diminuer le risque de décès maternel. Et là, nous sommes actuellement aujourd'hui à un indice synthétique de fécondité de 2,4 contre 6 à l'époque. Mais c'est vraiment à partir des années 80 que la problématique de la mortalité, de la morbidité maternelle a été vraiment mise en avant, particulièrement avec la publication des premières estimations sur la mortalité maternelle dans le pays, dans les cadres des enquêtes démographiques et de santé. L'approche basée sur le modèle des 3 délais a été adoptée et le ministère de la Santé a beaucoup travaillé pour assurer un meilleur accès aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence, qui sont appelés communément les SONU, les SONU de base au niveau des établissements de soins de santé primaire et les SONU complets au niveau des maternités hospitalières, que ce soit au niveau provincial qu'au niveau régional. Mais en 2008, on assiste là à un fort engagement politique pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, qui est devenue à partir de là une priorité de premier rang dans le discours politique. Un plan d'action spécifique a été élaboré et il a ciblé à la fois les barrières d'accès, en particulier les barrières financières avec l'instauration de la gratuité de l'accouchement et de la césarienne, ainsi que la gratuité de la prise en charge des complications chez la femme et son nouveau-né. Il y a eu une augmentation du nombre de sages-femmes, l'implantation de mesures pour améliorer la qualité de soins et d'autres mesures pour améliorer la gouvernance du programme. Et c'est ainsi qu'un système de surveillance des décès maternels a été mis en place en 2009 avec la réalisation de la première enquête confidentielle sur les décès maternels. Le plan d'action 2018 a lui ciblé plus explicitement la mortalité néonatale et a aussi marqué le début de la décentralisation de plusieurs interventions jusque-là gérées par le niveau central. Donc, grâce à ces différentes stratégies, l'ensemble des indicateurs de couverture a été amélioré, en particulier le taux d'accouchement au niveau des établissements de soins qui a atteint 87%. La majorité de ces accouchements ont lieu au niveau des maternités hospitalières publiques. Les accouchements au niveau des maisons d'accouchement qui relèvent du réseau des établissements de soins de santé primaire, quant à eux, ne dépassent pas 25% de l'ensemble des accouchements, alors qu'elles peuvent, si les ressources étaient disponibles, si la continuité du service était assurée, ces maisons d'accouchement pouvaient réaliser jusqu'à 85% de l'ensemble des accouchements par voie basse et soulager ainsi, bien sûr, les maternités hospitalières, d'autant plus que la moitié des sages-femmes et des médecins généralistes exerçaient au niveau de ces établissements de soins de santé primaire. Donc, on a en plus de 6% de maisons d'accouchement qui n'étaient pas fonctionnelles par manque de ressources humaines, 42% seulement assuraient des SONU de base, et les références vers les maternités hospitalières sont devenues de plus en plus fréquentes, comme conséquence aussi à une culture de blâme qui régnait, à la peur de la sanction des sages-femmes
en cas de survenue de complications graves chez la femme ou chez le nouveau-né. Avec la pandémie de la COVID-19, nous avons assisté à une accélération dans le processus de généralisation de la couverture médicale qui est maintenant devenu une priorité. De même qu'il y a eu le lancement d'une réforme du système de santé qui consiste entre autres en la création de groupements territoriaux de santé. Mais les efforts semblent orientés essentiellement vers les hôpitaux, ce qui aurait pour risque d'accentuer davantage la médicalisation des accouchements. Ceci dit, il est clair que la réduction de la mortalité maternelle au Maroc n'est pas uniquement le résultat des stratégies du ministère de la Santé. Plusieurs autres facteurs ont sans aucun doute interagi positivement l'un avec l'autre dans un contexte global qui est marqué par une stabilité politique. Ces facteurs qui ont contribué à cette baisse, étaient comme l'amélioration des conditions économiques et socioculturelles des ménages à travers un meilleur accès à l'électricité, un meilleur accès à l'eau potable, à l'hygiène et aux moyens de transport et de communication. Les femmes qui ont maintenant un niveau de scolarisation et d'autonomie plus élevé, leur mariage qui se fait plus tardivement, et surtout les réformes législatives et politiques qui ont donné une base plus solide à la protection de l'égalité entre l'homme et la femme et à l'autonomie des femmes. Et donc, aujourd'hui, face à tout ça, ce portrait-là extrêmement détaillé qu'on a maintenant de la situation au Maroc, est-ce qu'on a des pistes sur ce qu'on peut faire pour améliorer davantage encore la situation? Oui, jusque-là, le modèle des 3 délais a été très utile pour comprendre ce qui s'est passé et identifier les différentes barrières à l'accès aux soins obstétricaux, et ceci à différents niveaux, c'est-à-dire au niveau pour l'individu, pour la famille, dans la communauté et au niveau des structures de soins. Le but était bien sûr de pouvoir développer et de mettre en œuvre des interventions appropriées pour réduire la mortalité maternelle. Nous avons vu qu'il y avait encore des efforts à faire au Maroc en termes de préparation des femmes à la naissance, pour qu'elles connaissent mieux les risques liés à l'accouchement, pour améliorer aussi l'accès physique aux établissements de soins de santé primaires, et aussi pour améliorer la qualité des soins, aussi bien au niveau des maternités hospitalières qu'au niveau des établissements de soins de santé primaires. Néanmoins, ce modèle présente des limites qui sont actuellement discutées, du fait qu'il est séquentiel, du fait qu'il n'est appliqué que lorsque la complication ou le décès se produit. Or, une femme peut très bien être confrontée à un délai sans pour autant qu'il y ait une complication ou un décès. Donc, c'est un modèle qui est beaucoup plus orienté vers l'identification des problèmes. Mais vu que la mortalité maternelle était élevée, les efforts dans de nombreux pays étaient concentrés à la réduire, mais actuellement, ce n'est plus le cas. Donc, le nombre a beaucoup baissé. Les femmes accouchent de plus en plus au niveau des maternités hospitalières. C'est en tout cas la situation dans un pays comme le Maroc. Il faut alors adopter une approche plus centrée sur la femme, ne plus se limiter aux soins obstétricaux, mais tenir compte aussi des autres morbidités, notamment les morbidités chroniques que peut garder une femme à cause des complications associées à la grossesse ou à l'accouchement. Adopter bien sûr un modèle qui tient compte de l'expérience de la femme durant son parcours de soins, ainsi que de son état de santé et de son bien-être durant tout le cycle de vie. On devrait voir plutôt dans la grossesse une opportunité pour diagnostiquer certaines maladies qui sont méconnues, jusque-là méconnues par la femme, et aussi pour anticiper certains risques futurs pour la santé de la femme. Donc, à partir de là, le modèle des 3 délais a été revu de manière qu'il soit centré sur la femme, qu'il soit plus orienté vers la solution en tenant compte
aussi des actions planifiées par la femme et éventuellement les décisions qu'elle avait prises à l'avance pour accéder aux soins. Et de là, un quatrième délai a également été ajouté, c'est le délai qui était lié aux facteurs communautaires. Donc, dans un contexte de ressources limitées, l'amélioration de la santé maternelle passe inéluctablement par le renforcement de l'action locale selon une perspective d'autonomisation des femmes en matière de santé qui encourage une discussion active autour des plans de naissance, qui devraient être plus individualisés et vers une préparation plus efficace à l'accouchement. Donc, il s'agit de disposer de solutions qui sont supportées par la communauté de manière à accroître la redevabilité de cette communauté par rapport à la santé des femmes à travers la production d'une meilleure information sur l'état de santé et de bien-être des femmes, de participer de façon effective au processus d'amélioration de la qualité des soins, à la planification et à la programmation des programmes de santé et de protection sociale, de manière à mieux répondre aux besoins et aux attentes des femmes. Il faut dire que la pandémie de la COVID-19 a également mis l'accent sur la nécessité de garantir une meilleure préparation de la communauté pour faire face aux urgences de santé publique et ainsi garantir une continuité des soins pour les femmes et les nouveau-nés, quelle que soit la situation. Donc, un tel modèle paraît très intéressant et ce serait bien de pouvoir le tester dans des contextes différents et évaluer son utilité et sa facilité d'utilisation en pratique. Merci, un grand merci encore une fois à vous, Salwa, pour cette présentation, parce qu'il y a beaucoup à dire effectivement de cette reconnaissance donc de la contribution de la communauté, de l'environnement, du milieu de vie donc des femmes. C'est clairement quelque chose donc nous dans le workshop auquel on est très intéressés. Alors, je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions qui vont suivre donc cette vidéo. Alors, un grand merci encore pour votre contribution. Merci à toi de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer et surtout de montrer que la langue ne devrait plus constituer un obstacle pour communiquer, pour partager les expériences entre les différentes équipes. Absolument. Et j'espère qu'on va le prouver avec cette vidéo, avec le workshop. Merci beaucoup. Merci.